Bienvenue sur Tout droit tout simple. Ici, on parle le droit autrement, des métiers passionnants, des parcours inspirants et des innovations qui transforment la pratique juridique. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, et ma mission est simple, rendre le droit plus clair, plus utile et plus humain. Bonne écoute! Bonjour Cécilia, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, moi je suis ravie d'être là. Merci. Je sais que tu es coach exécutif aujourd'hui, tu es ancienne avocate et tu travailles avec les femmes qui souhaitent aujourd'hui devenir associées en cabinet d'avocat. Alors, on a un peu de temps pour parler de tout ça et de ton parcours, mais est-ce que déjà tu peux nous dire, te présenter et puis nous dire un peu, je sais que tu as exercé le droit de la finance, je crois, dans 3 continents différents avant de devenir coach. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à accompagner les femmes avocates vers l'association en cabinet? En fait, le chemin était assez long pour arriver là où je suis aujourd'hui. Que je vais essayer de faire relativement court. Moi, j'ai fait mes études en Australie et mon père était avocat. Pendant très longtemps, mon père était un peu mon modèle. Et, je faisais plein de choses comme lui. Donc, il y a un moment où lui il était avocat en finance sur les fonds d'investissement et finalement, moi, je travaillais sur les fonds d'investissement et c'était vraiment mon modèle. Et pendant très, très longtemps, je pensais être associé dans un cabinet, c'était le must. C'était ma voie, c'est là où il fallait aller. Donc, quand je suis arrivée en France et j'ai commencé à travailler dans le département juridique de la Société Générale, j'avais en tête que je voudrais quand même retourner en cabinet. Donc, j'ai passé le barreau, l'équivalence, pour devenir avocate en France. Et j'ai rejoint le bureau français d'un cabinet américain à Paris. Et c'est là où j'ai vu que, en fait, ce n'était plus ma rêve. Moi, j'avais plus envie de ça et je pense que ça se sentait dans le cabinet, ça matchait plus. Et il y avait pour plein de raisons. En partie, je pense aussi parce que je me mettais une pression de dingue pour réussir, comme c'était mon grand rêve. Et en fait, ça faisait 5 ans que je n'avais pas travaillé en cabinet. Donc, c'était vraiment j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis partie relativement rapidement. Et après, j'ai commencé à travailler pour Natixis dans le département juridique. Et assez rapidement, je suis partie au front office. Et j'étais avec les gens qui étaient formidables. Et le travail était intéressant, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et en même temps, j'ai toujours fait beaucoup de choses en externe, en dehors de mon travail. Et notamment, j'ai fait beaucoup de développement de soi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et donc, je me suis formée en tant que coach, je me suis formée en tant que médiatrice. Et puis, il y a un moment où il y avait une espèce de basculement petit à petit qui faisait en sorte que déjà, je suis devenue coach et j'ai commencé à travailler pour les femmes en finance et en droit parce que c'était les 2 milieux que je connaissais le mieux. Je voudrais être même plus spécifique. Donc, je voudrais travailler vraiment pour les avocates. Et il y avait un moment où j'hésitais entre travailler sur les femmes qui souhaitaient quitter la profession ou les femmes qui souhaitaient y rester et devenir associées. Oui. Et finalement, j'ai basculé. En fait, j'ai décidé de travailler vraiment pour les femmes qui souhaitaient devenir associées parce que je me suis dit que je pourrais avoir plus d'impact. Et je me suis dit que si je travaillais avec les femmes qui devenaient associées et que je pourrais les aider à bien gérer des équipes, à amener une ambiance qui allait bien aux femmes qui venaient après elles, peut-être je pourrais avoir un mini impact sur ce milieu-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et du coup, tu le fais pour les femmes en cabinet d'avocat, mais est-ce que tu le fais aussi pour les femmes en direction juridique? Parce que on pourrait se dire, on peut aussi aider les femmes à devenir directrices juridiques. Je travaille surtout pour les femmes en cabinet. Ça c'est ma clientèle cible. De temps en temps,
on vient me voir et on me demande de travailler avec les directrices juridiques. Et donc, finalement, j'en fais, oui, Est-ce que tu as observé parmi tes clientes ou parmi oui ta clientèle que certaines femmes qui sont justement devenues associées en cabinet d'avocats adoptaient un style plus dur, soit envers elles-mêmes, soit envers les autres? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une forme de suradaptation, si on peut dire, à un modèle un peu masculin? Moi, je l'ai pas vu chez mes clients. Et je pense qu'aussi parce que dans leur relation de coaching, c'est pas forcément ce qu'on voit. Ok. On voit pas forcément comment les gens sont à l'extérieur. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui m'en parlent. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent, par exemple, ah oui, non, mais j'ai jamais eu de problème avec les hommes dans mon travail, mais avec les femmes, si. Il y a beaucoup de commentaires sur les femmes qui deviennent très masculins, ce type de choses. Où les femmes, en fait, il y a une fois où je parlais avec quelqu'un qui avait son propre cabinet et qui me disait, ah oui, mais quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mhm. Et puis elle me disait, ah oui, et j'ai les difficultés avec mon assistante en ce moment. Et je me suis dit, ah, peut-être il y a quelque chose là sur sa façon de communiquer qui fait que la relation n'est pas aussi bonne que ça pourrait être. Mm. Mais normalement, c'est plus quelque chose que on me dit. Et comment se passe un coaching avec toi? Comment, quand quelqu'un vient te voir, comment ça se passe? Enfin, quand est-ce qu'on vient te voir et c'est quoi les demandes que tu as? Comment se déroule le coaching en fait? On vient me voir pour différentes choses. Peut-être si je donne quelques exemples. Ouais. Je viens de finir de travailler avec quelqu'un qui, en fait, quand elle a commencé avec moi, elle était dans le parcours d'association dans un autre cabinet. Donc, elle allait changer de cabinet pour devenir associée. Et donc, le coaching est terminé et la semaine d'après, effectivement, elle a rejoint ce cabinet-là. Donc, elle est venue me voir parce qu'elle démarrait le département. Elle a amené un associé avec une collaboratrice avec elle et elle avait très peur de ne pas pouvoir amener assez de clients, c'est du chiffre d'affaires. Donc avec elle, c'est vraiment un travail sur quelle est sa clientèle cible et comment accéder à cette clientèle cible et ne pas absolument tout. Donc c'était vraiment de cibler les choses. Je travaillais avec quelqu'un d'autre qui était plus sur la confiance, quelqu'un qui avait 7 ans d'expérience ou 8 ans d'expérience même, et qui avait très peur de parler en réunion ou peur de parler dans les calls avec les clients. Et c'est surtout quand il y avait un associé sur le call. Donc avec elle, je travaille sur la confiance. Mais normalement, en fait, ça, c'est les deux grands axes, c'est sur la confiance et sur le développement de clientèle. D'accord. Et sur le coaching en lui-même, c'est assez libre et souvent je dirais, bon, comment s'est passée la semaine? Et puis la personne va commencer à parler de leur semaine. Et puis je vais écouter pour savoir où sont les difficultés, les problématiques. Il y a certaines personnes qui viennent au coaching qui savent exactement ce dont elles veulent parler. D'autres personnes qui disent, mais j'en sais rien. Donc, tout va à peu près bien, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc, à ce moment-là, je vais proposer différents thèmes sur le leadership, sur le marketing. En fait, sur le leadership et le marketing. Sur la gestion des équipes. Et très, très souvent, on fait les jeux de rôle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les conversations. C'est là où on n'ose pas dire ce qui ne va pas, ou on ne pense même pas qu'on a le droit de dire que ça ne nous va pas. Et du coup, à ce moment-là, on fait les jeux de rôle pour essayer plein de façons différentes de comment dire ce qui paraît non disable, si je peux dire, jusqu'à ce que la personne trouve une formule qui les convient, qui Ouais, je correspond comprends.
Voilà. Alors, tu as parlé de rôle, enfin comment justement on réussit à accéder à l'association quand on est une femme sans jouer justement un rôle ou enfin, tout en restant soi-même, en restant authentique. Comment, comment tu aides ces femmes à faire ça? Et est-ce que vous fixez des objectifs dès le début? Comment ça fonctionne? Bah, disons qu'on a une conversation au début où on voit à peu près où on va. Mais c'est pas, bah voilà, il faut obtenir tel et tel objectif à telle et telle date. C'est pas du tout comme ça. Donc, le type de choses sur lesquelles on travaille, c'est, par exemple, se faire connaître en interne. Et ce que je remarque, c'est que souvent les femmes disent, je veux juste être le meilleur avocat que je puisse être. Et puis, je le dis, mais en fait, non, c'est largement pas suffisant. Être un bon avocat, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Et elles parlent de politique interne. Elles disent, oh, mais je déteste la politique interne. Et donc, j'essaie de recadrer cette croyance-là pour dire, en fait, pour devenir associé avec quelqu'un, il faut qu'on crée de la confiance. Parce que cette personne, vous allez gérer une entreprise ensemble, gérer un cabinet ensemble. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il vous connaisse. Et donc, souvent, ce que je vois, c'est que c'est les femmes qui restent dans le bureau, qui travaillent super bien, des super documents, mais qui ne font pas assez pour se faire connaître en interne. Donc, on travaille sur ça. Je travaille avec quelqu'un en ce moment qui vient d'être nommé Income Partner. En fait, avec elle, la question, c'est comment se faire respecter en tant qu'associé. Comment passer une relation de subordination à une relation de, pas complètement égalité, mais quand même égalité. Oui. Et donc, par exemple, elle n'a pas besoin de fournir un business plan. Et je lui ai conseillé quand même de faire un business plan, justement, pour pouvoir montrer aux autres associés qu'elle pense comme un associé et que c'est plus la jeune avocate qui attend que tout le boulot lui tombe dans le bec. Donc, c'est aussi de voir d'où vient le travail. Parce que souvent, le travail pour les avocats, ça vient de d'autres départements dans le cabinet ou de d'autres bureaux ou de d'autres avocats externes et de voir d'où vient le travail et de renforcer ces relations-là. Donc, c'est beaucoup un travail de quelles sont les relations qui sont importantes et comment est-ce qu'on peut renforcer ces relations-là. De quelle manière. Et ça peut être les choses très, très simples. Donc, ça, c'est quelques pistes. Quelques exemples, ouais. Et quand on travaille, par exemple, avec un ou une associée qui est perçue comme difficile, quelles sont les stratégies que tu recommandes? Est-ce qu'il faut il faut forcément s'adapter, il faut se confronter, il faut prendre de la distance, quelles sont les options qui s'offrent et qui sont les meilleures finalement? Il n'y a pas une seule règle. Il n'y a pas une seule règle pour ni quand il y a un associé difficile, ni pour la personne, parce que on est tous différents. L'humain, sinon ça saurait, si ça saurait facilement. C'est ça. Toi, tu as quand même des stratégies ou des tips Oui. Qu'est-ce que tu Mais en fait, la base, c'est que on peut pas changer l'autre personne. Donc, c'est, si on commence à dire, mais l'autre, elle est trop dure, elle est méchante avec moi, ben là, c'est fichu. Comme je disais, ça dépend vraiment de la situation. Je pense que si on peut s'adapter et si ça nous impacte pas trop, s'il y a du positif quand même dans nos relations, pourquoi pas? Moi, ce que j'ai vu, mais là, pour le coup, c'était plus avec les associés masculins que les féminins,
et qui était vraiment pas sympa du tout avec le collaboratrice. Et ces collaboratrices, il y a un moment, il y a une qui a dit, écoute, si tu continues de me parler comme ça, moi je vais quitter la pièce. Et elle était presque au bord des larmes. Donc pour elle, ça lui coûtait beaucoup. Donc elle se disait, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Elle a pas pleuré, mais elle a dit. Et l'associé, elle était un peu surpris parce qu'elle a jamais fait. Et il a dit, ah oui, mais quand même, faut pas exagérer. Da, da, da. Mais le lendemain, il était extrêmement sympa avec elle. Et à partir de là, il faisait beaucoup plus attention à elle. Donc parfois, ce qu'il faut, c'est juste dire, ça me va pas, la façon dont tu me traites ou vous me traitez, ça ne me va pas. Donc je vais plus accepter ça. Et on peut le dire d'une façon plus douce. Et c'est là où il y a l'humain qui entre en jeu, parce que chaque personne va trouver une formule qui lui correspond et qui correspond à la situation. Donc la formule pourrait être, bon, ça peut être, bon, écoute, je sais que t'aimes bien je sais que t'aimes bien être dur avec moi, mais franchement, on peut arrêter. Est-ce que ça va? Ou on peut être beaucoup plus dur et dire, non, ça me va plus. Il y a maintes et maintes différentes façons de le dire, mais une fois qu'on le dit, l'autre personne est un peu en alerte qu'on va le dire. Et donc que si elle continue à faire ce qu'elle fait, il y aura une réaction. Ouais. Et comment on fait justement, comment faire la différence entre un management qui est exigeant, stimulant, et un management qui est toxique et qui freine ta carrière? Comment c'est quoi les sonnettes d'alarme ou les red flags, on va dire? Moi, je dirais que, en fait, moi, ce que je vois avec les avocats, c'est que souvent, ils sont excellents en tout ce qui est rationnel. Parce que toute leur formation, c'est le rationnel. Et parfois, sur les émotions, ils sont un peu oubliés. Et justement, dans cette situation précise, c'est quand on écoute ces émotions, on sait très très vite si on est stressé, si on a peur, si on va au boulot avec la boule au ventre, on sait que là, c'est un management qui est pas sympa. En revanche, si on y va, si on est motivé, si on a envie, si c'est un challenge, si on se sent bien, ça veut dire que ça nous convient et que ça nous monte vers le haut. Donc, c'est vraiment chacun. Et ça peut être différent pour différentes personnes. Donc, un management qui est très dur pour quelqu'un peut être vraiment... ça peut correspondre à ce qu'a besoin d'une autre personne. Moi, ce que je trouve très difficile, et tu le dis bien, mais effectivement, c'est quand il y a un management qui fait le chaud et froid, c'est-à-dire que un jour t'es stimulé, ça se passe bien, et le lendemain c'est horrible, tu as envie de pleurer ou parce que ça s'est mal passé avec l'associé ou quelqu'un d'autre, et ça sur le long terme, le chaud froid tout le temps, ça c'est très compliqué à gérer. Oui. Oui, absolument. Et moi, là, j'ai vécu ça aussi. C'est là où on se dit, oui, c'est stimulant. Il y a des jours, c'est stimulant, ça me plaît, mais en fait, je sais jamais d'un jour à l'autre comment la journée va se passer, et du coup, ça devient du stress. Et je pense que si on a le courage, et ça demande beaucoup de courage, c'est de pouvoir dire que ça ne va pas. Je pense que les avocats, les juniors, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Ils ont tendance à dire qu'ils doivent faire exactement ce que dit l'associé, ils n'ont pas le choix et c'est comme ça. Et s'ils veulent monter dans les rangs, il faut tout accepter. Mais en fait, non. En fait, si on travaille bien, ça veut dire qu'on est une ressource qui est précieuse pour le cabinet et pour l'associé. Et donc, quand on commence à dire, mais en fait, non, ça ne me va pas, si l'associé, il va dire, peut-être il faut que je fasse un peu plus attention si je veux garder cette personne-là. S'il ne veut pas garder la personne, moi, ça, c'est autre chose. Mais si c'est quelqu'un qui travaille bien, normalement... Oui, il fera un effort.
Ouais, il fera un effort. ouais. Et toi, quelles sont dans ta clientèle ou dans ton expérience, en fait, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les femmes qui veulent devenir associées et qui n'y arrivent pas, enfin, et donc du coup qui viennent te voir et quels sont les comportements euh, que tu vois et qui sont un peu à, c'est pas vraiment à éviter, mais oui, faut éviter. La principale erreur, je pense, vient en fait, ça vient de la perfectionnisme. Et ça vient du fait qu'on veut tout faire parfaitement. Et du coup, on n'ose pas prendre les risques. Et au début de sa carrière, on est dans une situation où on nous demande de fournir un travail vraiment avec un très haut niveau d'exigence. Mais le problème avec cette façon de faire, c'est qu'il y a un moment où il faut quand même prendre les risques. Et quand je prends les risques, c'est pas forcément les risques sur les dossiers, c'est les risques de s'exposer. Et donc, ça veut dire s'exposer aux associés seniors. C'est oser aller voir les associés seniors pour être en vue. C'est devenir plus proactif dans les relations en interne. En Oui, fait, ne pas attendre que tout vienne à soi, enfin, c'est les ça. augmentations, C'est tu parles ça. de ça, mais ça peut être autre chose, mais oui. Ouais, c'est ça. Oser, en fait, demander aussi des choses et exiger des choses, quoi. Ouais. Et ça veut dire aussi, il y a tout un travail sur mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux moi. Mm. Parce que souvent, les avocates sont dans une situation où moi j'ai toujours fait ce qu'a dit maman, papa à la société, j'étais une bonne élève, j'ai suivi le chemin. Et donc il y a un moment où mais qu'est-ce que je veux moi? Et une fois qu'on a défini ce qu'on veut, là, on peut commencer à travailler sur comment l'obtenir. Et par exemple, dans le développement de clientèle, et pas faire comme font tous les autres, mais de dire qu'est-ce qui me correspond moi et comment je vais le faire pour que ça corresponde à moi. Et je trouve que quand on commence à avoir cette attitude-là, on est devenu beaucoup plus proactif et beaucoup plus clair sur Mm. nos objectifs. En fait, ça nous donne énormément de pouvoir. Et on commence à être vu comme quelqu'un qui est proactif, qui rassemble les gens, qui prend les initiatives, qui prend les risques, et on commence à être vu comme un associé. Et justement, est-ce que tu peux donner des exemples concrets que toi tu utilises dans ton programme qui s'appelle Pathway to Partnership pour justement aider ces femmes à développer par exemple leur confiance, leur leadership, leur clientèle? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Pour la confiance, ce qu'on fait, c'est on prend les exemples très concrets. Donc, quelque chose qui se passe souvent, c'est par exemple, il y a un call avec un client. Donc, il y aura un associé sur le call et puis ma cliente. Et puis, elle va laisser l'associé parler. Et puis, donc, on va dire, alors, qu'est-ce qui se passe en toi quand la call démarre? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu as quelque chose à dire? Et puis, elle va dire, en fait, je n'ose pas parler. Et puis, on va commencer à dire, oh, là, tu n'oses pas parler. Quels sont les avantages à parler? Quels sont les désavantages? Comment tu pourrais faire d'une façon qui est OK pour toi, mais qui ne te met pas trop en danger, mais où tu vas un peu plus loin quand même. Donc, on va prendre les situations extrêmement concrètes. Et puis, on va voir aussi quelles sont les situations où ça marche bien. Et de dire qu'en fait, il y a beaucoup de situations où tu as parfaitement confiance, l'associé n'est pas sur le call, moi tu fais le call, il y a pas de problème. Et là, on va voir qu'en fait, le problème, c'est pas la confiance, le problème, c'est la relation avec l'associé. Et peut-être il y a autre chose en jeu. Mm. Donc ça, c'est sur la confiance. Sur le pourquoi tu veux être associé, on va travailler sur ce que c'est d'être un associé, donc quelles sont les différentes fonctions, autres que les fonctions juridiques, Ouais. donc qui sont assez larges et c'est
C'est beaucoup, en fait. C'est gérer une société, quoi. Hein. Enfin, Oui, c'est ça, c'est ça. et faire Et le commercial, et faire le juriste, et faire tout. ouais, ouais. Et c'est plein de métiers en un, et c'est énorme. Et donc, on va travailler sur, est-ce que, en fait, tu as envie de te faire tous ces métiers-là, en plus du métier de juriste? Et on va travailler sur, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui te fatigue? Où est-ce que tu es dans la zone? Où est-ce que tu es vraiment ton cœur, où tu te sens vachement bien? Et puis commencer à voir si l'association, c'est vraiment quelque chose que la personne a envie de faire. Mm. Souvent mes clientes, ils ont peur de l'association. Et on va commencer à décortiquer cette peur. Dire, est-ce que c'est parce que tu as envie de le faire? Ou est-ce qu'au contraire, tu as peur, justement, parce que c'est quelque chose qui te fait très envie? Et voir qu'est-ce que cette émotion, la peur, nous renseigne. Et là, c'est souvent la grosse peur, c'est comment amener assez de clients. Et quand on est vraiment seul. Et donc, c'est là où on travaille sur quelle est ta niche, est-ce qu'il y a assez de travail dans cette niche-là? Comment est-ce que tu peux être vraiment super spécialisé et connu pour cette spécialisation? Comment faire pour amener les clients vers toi pour qu'ils commencent à te connaître et te faire confiance? Et qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie d'afficher? Donc, tout ce travail-là sur le développement de clientèle. Et quelles évolutions positives, toi, tu vois aujourd'hui dans les cabinets, justement en matière de leadership féminin est-ce qu'il y a encore du chemin beaucoup à parcourir ou est-ce que tu vois quand même une progression, une amélioration moi, personnellement, je l'ai vu, enfin, parce que j'étais comme toi avocate il y a longtemps maintenant, mais et quand même, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes associées. Mais est-ce que toi, dans ta pratique de coach, tu le vois aussi aujourd'hui? Je trouve que déjà, en ce moment, on est dans une situation politique, géopolitique, super compliquée. Et donc, ce que je vois, c'est que juste aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets qui étaient obligés, s'ils voulaient continuer à travailler aux États-Unis, à couper le programme ou au moins masquer le programme diversité et inclusion. Donc ça Oui, c'est vrai. Oui. il y a ce contexte-là. Ce que j'ai vu, c'est que ça dépend vraiment du cabinet. Il y a certains cabinets qui sont fantastiques et qui réfléchissent vraiment à ces sujets et qui font tout ce qu'il faut pour que les femmes soient bien. Il y a d'autres cabinets où c'est n'importe quoi. Ça reste assez misogyne. Mais est-ce que finalement les femmes les repèrent aussi, les cabinets où c'est plus facile d'être associé ou c'est pas forcément Et elles le m'en cas? parlent pas. Elles ne m'en parlent pas, non. Ils ne m'en parlent pas. Je sais il y a des cabinets où il y a... On m'a parlé d'un cabinet d'arbitrage à Paris qui s'appelle Médicis. Et c'est quasiment que des femmes. Donc, en fait, pour tout dire, j'essaie de les contacter aujourd'hui justement pour leur parler, de voir qu'est-ce qui est différent dans leur pratique. Et je sais qu'il y a... j'ai une très bonne amie chez Hogan Lovells, Sharon Lewis, qui fait énormément de choses pour les femmes. Donc, ça dépend vraiment des cabinets. J'ai une très bonne copine aussi en Australie qui est associée dans un cabinet qui s'appelle Allen and Hemsley. Donc, c'est un des plus grands cabinets australiens. Et je l'ai vue cet été et elle m'a dit que, en fait, dans son département, c'est le propriétaire intellectuel, il y a beaucoup de femmes associées. Oui. Et donc, elle m'a raconté un peu ce qu'elles font pour les femmes. Donc, elles font les choses comme... elles ont vu que si quelqu'un travaille à temps partiel 3 jours par semaine, ça ne fonctionne pas. Par contre, 4 jours, c'est tout à fait faisable, mais il faut voir quelqu'un d'autre sur le dossier qui a le fil, qui est à plein temps, avoir le fil conducteur pour que ça ne revienne pas chez l'associé.
Quand quelqu'un part en congé maternité, elle prend ses clients. Le jour où ils reviennent, la personne reprend ses clients. Et je pense que c'est pas un hasard, mais c'est le département qui est le plus rentable du cabinet. Ah oui. Ouais. On arrive presque à la fin de notre conversation, mais si tu devais donner, toi, un seul conseil, je sais pas, une collaboratrice que tu croiserais et qui hésite à viser l'association, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais, regarde cette hésitation. D'où vient cette hésitation? Est-ce que cette hésitation vient du fait que tu n'as pas envie de faire tout ce qui est demandé par l'association? Ou est-ce que c'est que tu as peur parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as peur parce que tu as très envie. Donc moi, j'utilise souvent l'analogie de ce que je l'appelle en anglais le risk coin, donc la pièce du risque, disons. Et le risk coin, il y a deux côtés. Il y a le côté peur et il y a le côté excitation. Et en fait, justement, quand on prend un risque, soit on a peur qu'on rate, soit on peut réussir et puis on a l'excitation que peut-être ça va marcher. Et donc, si on a ces sentiments d'excitation, peur, moi, je dirais, mais vas-y, parce que en fait, tu as vraiment envie de le faire. Donc, vas-y, fonce. Et tu peux. Merci pour tous ces conseils. Je te laisse le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai trois petites choses à rajouter, si je peux. Vas-y, vas-y. Donc, la première chose, c'est que sur mon website, il y a quelque chose qui s'appelle How to Become a Partner in a Law Firm, où je donne quelques conseils. Donc, ça, on peut trouver sur mon site web qui est www. La deuxième chose, c'est que si on est une avocate à Paris et on parle anglais, je fais les petits déjeuners qui s'appellent le Firm Women Breakfasts une fois par mois. Donc, le prochain petit déjeuner, c'est assez intime. On est 12 au maximum autour de la table. Et on parle de tous les sujets autour de qu'est-ce que c'est d'être une femme en cabinet. Le prochain, c'est le 16 octobre et on parle de quel est ton business plan, justement. Sur qu'est-ce que c'est un business plan pour un avocat, etc., etc. Et je commence à faire les les événements Firm Women online. Donc, je commence le 7 octobre. Et il faut s'inscrire. En fait, pour les petits déjeuners, il faut s'inscrire. Il faut me contacter, en fait, pour avoir le lien. Pour le online, je poste régulièrement sur les événements et je vais les mettre sur mon profil LinkedIn pour les deux. Merci beaucoup pour tous ces conseils et cette conversation qui était super intéressante. Évidemment, je mettrai toutes tes coordonnées dans le descriptif et puis je te dis à très bientôt, Cécilia. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette conversation et à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cela me fait évidemment très plaisir et surtout, cela aide à faire découvrir Tout droit tout simple au plus grand nombre. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, bien sûr, et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. D'ici là, restez inspirés.